Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Hélène Pasquet. Bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Alors Hélène, tu es vétérinaire et diplômée de Toulouse en 1998, fondatrice de Vet Hippodome avec Marie-Nolf, qu'on salue d'ailleurs. Et on salue également ta sœur jumelle, Isabelle Pasquet, vétérinaire également, qu'on a eu l'occasion d'interviewer aussi sur Veto Micro, qui est elle-même fondatrice d'une entreprise vétérinaire qui s'appelle Vet in Paris. Alors, contrairement à ta sœur, tu n'étais pas particulièrement vouée à faire ce métier, mais tu as quand même rapidement eu un coup de cœur professionnel et enchaîné les postes, stages, formations, diplômes en équine en France et à l'étranger, pour ensuite poser tes valises en mixte et enfin monter ta propre structure Vet Hippodome, structure mixte canine équine, où vous êtes déjà 26 aujourd'hui, un sacré accomplissement. Et en parallèle, tu fais tout un tas de choses que tu vas pouvoir nous raconter, mais tu es aussi conseillère ordinale de la région Haut-Rhin. Tu es donc une sacrée entrepreneuse et aussi femme, maman de 2 petites filles, passionnée de cheval et de danse classique. Pas mal tout ça, hein? Ouais, c'est pas mal. Oui, le parcours. En fait, j'ai suivi ma sœur en fait, mais mon rêve c'était plutôt de soigner. J'avais plutôt, comme mon père était médecin de campagne, médecin généraliste et pompier, j'étais plutôt attirée par la médecine humaine. Donc stage de 3e, je me souviens, suivi mon papa en voiture, on sillonnait la campagne pour aller voir les patients. Et puis voilà, c'était un petit peu mon rêve, c'était de soigner les gens. Et j'avais une attirance particulière pour, je sais pas, l'organisation de type un peu militaire. Et j'avais eu le souhait d'être médecin militaire. Et donc en terminale, j'ai passé la visite médicale pour pouvoir passer le concours de santé des armées. Donc ça a été un premier test passé que j'ai réussi. Et puis après, du coup, j'ai passé le concours, mais malheureusement, je l'ai loupé de très très peu, et il a fallu se décider entre une classe préparatoire ou passer en première année de médecine. Et mes parents m'ont incité à suivre ma sœur en classe prépa véto pour avoir un peu le niveau pour faire médecine après. Et bon, voilà, c'était aussi un peu dur de quitter sa sœur jumelle. Et bon, je m'étais dit, allez, on va faire prépa véto, on va voir. Et voilà. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, la classe prépa. Et la première fois, entre la première et la 2e année, puisque bon, j'ai redoublé quand même la classe prépa, comme beaucoup. Et entre la première et la 2e année, j'ai visité l'école de Toulouse. Il y avait une soirée et je me souviens, ça m'avait fascinée d'aller dans une école avec des moutons, des vaches. Je me suis dit, ça a l'air génial. Et voilà, et j'ai suivi ma sœur et j'ai intégré Toulouse en 98. Voilà. D'accord. Je fais marche arrière juste un tout petit peu. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la médecine militaire? Parce que ton papa était médecin, mais pas forcément militaire. Bon, à la rigueur, c'est peut-être un peu en fait, j'ai un passé comme familial un peu militaire, hein. Mon grand-père paternel était dans l'armée. Mon grand-père maternel a été maquisard. Donc, du coup, on a été un peu bercé par cette génération de grands-parents
qui avait, ma grand, enfin comment dire, la tante de mon papa était aussi dans l'armée. Donc voilà, il y avait quand même une de ces facettes là dans la famille. Donc voilà, j'étais assez attirée par ça. L'uniforme, je sais pas, mais la rigueur, le côté voilà de pas faire partie d'une institution, et puis aussi au niveau médical. Voilà, en tant qu'adolescente, je me disais allez, je partirai faire de l'humanitaire avec santé navale. Voilà, c'était un peu un espèce d'imaginaire et de rêve de petite fille. Ouais. D'accord. Alors, quand j'ai lu ta bio, celle que tu m'as envoyée, j'ai eu l'impression que ton parcours se scindait presque en 2 étapes. Tu avais la sortie de l'école jusqu'à l'obtention de ton DESV et ton départ du CIRAL, et puis ton poste en mix canine rural jusqu'à aujourd'hui avec évidemment la fondation de Vet Hippodome en 2018. Avant de passer sur ces 2 étapes-là, ta sortie d'école, comment ça se passe la transition? Ça a été assez rapide parce qu'au final, donc bon, quand j'ai intégré Toulouse, j'ai eu un premier stage 3 semaines après où j'ai eu la chance de faire 15 jours chez le docteur Lenormand. Et c'est vrai qu'effectivement, en entrant à l'école, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Et en fait, ce stage-là, c'était un peu la découverte d'une pratique vétérinaire que je connaissais pas. Moi, je connaissais le véto de campagne qui venait à la maison, mais une clinique équine comme ça, j'en avais jamais vu. Et alors là, ça a été le coup de foudre professionnel tout de suite. J'y connaissais rien, j'étais complètement dans le brouillard, je comprenais rien. Mais en tout cas, ce que je comprenais, c'est que ça me plaisait beaucoup. Puis de voir cet homme qui est un homme de cheval, je trouvais ça fascinant. Et donc après ça, c'était plus possible pour moi d'envisager autre chose que de soigner des chevaux. Bon, j'ai été baignée dans mon enfance de chevaux, parce que j'ai eu mon premier poney à 5 ans. Mes parents avaient des chevaux, on en avait une quinzaine à la maison. Ils étaient tous les deux cavaliers, donc voilà, le cheval déjà à la base c'était un animal qui m'attirait beaucoup. Mais la médecine vétérinaire, comme je l'ai découverte avec Serge Lenormand, j'avoue que là, ça a été vraiment un coup de foudre. Et donc voilà. Et après, j'ai fait tout mon parcours à Toulouse en essayant d'apprendre à côté de mes études, de m'intéresser au maximum aux chevaux. Et Serge Lenormand m'avait dit, écoutez, je vois que ça vous intéresse, donc je vous conseille de vous rapprocher du professeur Denoy, qui va vous enseigner l'imagerie, le diagnostic des boiteries. Et donc pendant toute ma scolarité, déjà à Toulouse, j'allais énormément aux formations post-universitaires, apporter mon aide pour les pauses café. J'étais toujours un peu dans un petit coin. Et j'ai donc très jeune, en fait, à l'école, pu assister à des formations, et j'ai eu la chance qu'ils m'acceptent parce que j'étais toulousaine et j'allais à Paris pour ces formations-là. Et donc voilà, je traînais un petit peu, j'essayais de tendre l'oreille et de comprendre un minimum ce qui se passait et d'apprendre un maximum de choses. Et donc tout naturellement, à la fin de la 4e année, il fallait faire la 5e année, choisir un petit peu une discipline. Donc j'ai choisi les chevaux, et par contre j'ai choisi de rejoindre donc Maison Alfort en 5e année pour apprendre au maximum auprès du professeur Denoy et de son équipe. Et après, forcément, ça s'est enchaîné. Donc l'internat et à Maison Alfort, et puis après le cycle de formation de résidence du DESV avait démarré déjà. J'étais, je pense, la 4e résidente formée par le professeur Denoy. Et donc voilà, j'ai rejoint l'équipe du CIRAL vraiment réellement en 2004. Donc de 2004 à 2007 où j'ai fait cette résidence. Donc la transition, elle a été assez naturelle et ça s'est enchaîné assez rapidement. C'était tout naturel. Et c'était quoi, selon toi, les gros apprentissages de cette période, on va dire, post-universitaire, post-école? Je dirais un peu tout. L'école, j'avoue que j'ai adoré l'enseignement à Toulouse et la vie étudiante aussi.
Après, c'était un peu de la frustration parfois parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de chevaux, donc voilà, donc je me suis un petit peu, j'ai essayé par moi-même d'apprendre, mais après, quand on a commencé par, l'internat, la pratique, c'était la révélation sur à peu près tout, beaucoup d'informations, beaucoup de pratiques, d'observation des chevaux, et là, voilà, tous les jours on apprenait. Je trouvais ça fascinant dans tous les domaines. Et puis après, bien sûr, au contact du professeur Denoy, c'est particulièrement l'anatomie, l'observation des chevaux, la biomécanique. Et donc, je dirais qu'on apprend un peu à sortir du brouillard et à comprendre ce qu'on voit. C'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette formation-là, c'est que c'est très axé sur la clinique et l'observation du mouvement, et bien sûr l'imagerie, mais je dirais que ça vient après toute cette phase de clinique qu'on nous enseigne, avec beaucoup de rigueur et de détails, et ça j'ai vraiment adoré passer tout ce temps-là d'apprentissage dans l'équipe du CIRAL. Une fois ton DESV en poche, tu quittes le CIRAL parce que tu voulais passer à autre chose, ou parce que à ce moment-là il n'y avait pas particulièrement de poste pour toi? Alors, il y avait la possibilité de rester, mais j'avoue que, en fait, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, et je ronronnais un peu. Et moi, quand je commence à ronronner, je me mets vite off, comme on dit. C'est-à-dire que moi, j'en fais et moi, j'ai envie d'en faire, et c'est pas très très bon. Donc en fait, et puis ce que j'aime chez le cheval, c'est dans la médecine. Je suis assez curieuse de tout, et j'aime tout. J'ai pas de discipline dans la médecine vétérinaire qui m'intéresse pas. Et j'avoue que il me manquait quelque chose, et la pratique, le terrain, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et bon, il se trouve aussi que j'avais rencontré mon conjoint qui avait un poste à Clermont-Ferrand, donc de toute façon aussi il fallait que je suive, mais quand même je bouillonnais, j'avais envie de vraiment aller au contact du terrain. Et voilà, donc du coup ça a été la recherche d'un poste, parce qu'à l'époque, en 2007, c'était pas comme maintenant où finalement c'est très facile de trouver du travail. Moi j'ai plus galéré, voilà. J'ai mis 6 mois à trouver quelque chose. J'étais très très angoissée par le fait de quitter le CIRAL, et puis de me retrouver un peu le bec dans l'eau, sans avoir une pratique aussi intense que ce que je connaissais pendant ma résidence. Et donc j'ai essuyé quelques refus on m'a dit non, on n'a pas besoin de toi. Alors c'est vrai que sur le coup c'est un peu vexant, et puis après c'est pas grave, on fait avec. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le docteur Audinck, qui est un praticien mixte du Puy-de-Dôme, qui dès le lendemain de ma candidature m'a appelé, et j'ai trouvé ça super, sa réactivité. Il m'a dit mais ok, je t'embauche, mais nous, je t'avertis, on fait de la mixte. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai un travail, et puis on y va. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai il me manquait, je trouvais que pour moi, on n'est pas vraiment vétérinaire si on sait pas, j'en sais rien, faire par exemple une ovario de chat, ou voilà. Je me disais, il me manque quelque chose. Je peux être la grande spécialiste, juste spécialiste déjà en pathologie locomotrice, mais si je suis pas capable, j'en sais rien, d'aller castrer un cheval, ou d'avoir au moins des notions, comment remettre une matrice, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Donc de repartir en pratique mixte, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je trouvais ça complémentaire, de ratterrir un peu de sa résidence. Voilà. Donc j'ai adoré passer 5 ans en pratique mixte, et puis développer la partie équine pendant ces 5 ans. Voilà, c'était beaucoup de terrain, il n'y avait pas de clinique équipée, donc c'était vraiment... j'ai sillonné l'Auvergne avec mes petites voitures, avec la radio conventionnelle au départ, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées du numérique au conventionnel. Moi, je l'ai fait, donc j'ai fait une régression technologique, mais voilà, c'était parfois un peu dur, et parfois j'étais très frustrée de pas avoir le matériel du CIRAL, et puis quitter aussi l'encadrement, bien sûr, parce que
quand on est auprès du professeur Denoy, c'est hyper rassurant. Hein. Tous les jours, on lui dit bon alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, j'étais toute seule, donc dans ma voiture et voilà, ça apprend quoi, ça apprend sur ses limites. J'ai trouvé ça super. Elle te vient d'où, tu penses, cette croyance qu'un vétérinaire doit savoir tout faire? Parce on a l'impression aujourd'hui que c'est limite, enfin l'inverse. Parfois, on entend tout le monde veut se spécialiser et peu de gens aujourd'hui veulent faire du généraliste, on va dire. Oui, bon, déjà, je pense que c'est ma culture familiale parce que quand mon père était médecin de campagne dans le Périgord, donc autant dire qu'à l'époque il n'y avait pas le SAMU, il n'y avait pas les urgences, n'étaient pas organisées, donc il faisait tout, des accouchements, des infiltrations de genoux, remettre des utérus de grand-mère. J'ai vu des gars arriver dans le cabinet de mon père. Je me souviens un gars qui était tombé de l'échelle avec un bras complètement arraché. Donc c'était quand j'avais, je sais pas, je dois avoir 6-7 ans. Donc du coup, c'était une pratique hyper complète. Ils faisaient de tout, les médecins à l'époque. Et moi, je trouvais ça super. Et je trouve que l'évolution du métier, qui est bien hein, quelque part, parce que c'est vrai que maintenant, on voit que les chirurgiens sont hyper compétents, ils sont très bons dans leur domaine, ils font que ça. Mais par contre, ce qui m'embête, moi, c'est l'absence de vision transversale de l'organisme en général, que ce soit un homme ou que ce soit un animal. Et en fait, ça moi j'ai besoin d'avoir un minimum de vision globale en tout cas du cheval pour comprendre ce qui se passe parce que donc retourner dans le côté un peu généraliste, c'était un besoin pour après revenir à ma spécialité. Mais voilà, c'est comme ça moi que je le ressens. En plus, je pense que les vétos mixtes, c'est une vraie valeur dans notre métier. Et puis c'est très difficile d'être un véto mixte. Et parfois, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être un spécialiste où on est dans notre niveau de confort tous les jours. On a une super formation, on est hyper à l'aise, voilà. Mais un mixte qui lui va essayer des choses, va des fois pas avoir tout le matériel qu'il faut, mais il va faire aussi avec son sens clinique. Ça, je trouve que c'est très difficile. C'est une culture que tu essayes d'instiller dans Vatibodome aujourd'hui, ça? Ouais, j'aime bien. J'aime bien que les gens gardent une certaine polyvalence. D'ailleurs, on est une clinique équine canine et les équins font leur petite garde de canine une fois par semaine. Alors bon, pas tous, hein, pas nos chirurgiens ou nos bordés en médecine, mais moi par exemple, je fais ma petite garde toutes les semaines de canine, une petite césarienne de chihuahua. J'aime bien. Je vais faire de la prophylaxie sur des vaches de temps en temps. Hein, c'est pas voilà, mais je trouve qu'on apprend les uns des autres et que déjà au sein même d'une même espèce. Hein. J'adore travailler avec, par exemple, ma collègue en médecine interne quand on a des animaux qui ont des soucis d'ataxie ou des troubles, voilà, pour faire la différence entre un problème d'origine locomotrice ou un problème d'origine médicale. J'adore cette transversalité dans la même espèce et aussi entre espèces. Donc voilà, parler avec les canins de ce qu'ils trouvent, leur diagnostic, c'est super intéressant. Et ça se perd quand même un petit peu, mais c'est vrai, pour augmenter en compétences dans un domaine, il y a besoin d'être à fond dedans. Ça, je le comprends. C'est comme en humaine, maintenant, je parie qu'il y a le chirurgien de la main, mais genre presque le chirurgien de la main droite et le chirurgien de la main gauche. Mais voilà. Ouais, pas facile de trouver le juste milieu entre hyper compétence et polyvalence, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Et cette période de ta vie où, justement, tu t'es assis quelque part sur le plateau technique que tu avais à disposition au CIRAL, il y a des moments où tu t'es dit, oh là là, quand tu étais en train de développer tes radios, tu te dis, ouais, faut que j'arrête, faut que je retourne. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Quand je faisais de la conventionnelle, quand je repartais, il y avait des fois, c'était quand même un peu dur. Parce que c'est sûr que quand on fait 30 km de route pour
pour aller voir un cheval qui est boiteux. J'en avais une qui me faisait ça systématiquement à Noël, et je revenais et j'avais une belle fracture de fatigue de P1. C'était une ponette, je me souviens, qui faisait pas grand chose d'ailleurs, qui faisait des fractures de fatigue comme ça, et c'était toujours à Noël. Et donc après, fallait forcément retourner la voir pour lui faire un minimum de contention du membre pour pas que ça se dégrade. Et du coup, c'était encore la route aller-retour. Donc forcément, quand on fait du conventionnel, il y a une perte de temps énorme, et puis la qualité des images est pas forcément optimale, parce que si l'incidence est pas bonne, on peut pas la refaire de suite. Donc oui, ça génère quand même un peu une frustration, tout ça, mais quand même ça prend plus de rigueur, parce que si au premier tir la radio elle va pas, on peut pas la refaire. Donc ça, je trouve que du coup ça oblige à être un peu plus performant. Et voilà, bon, après c'est vrai que je l'ai pris un peu comme, on va dire, je l'ai accepté cette situation-là. Et puis quand même, j'avais vu beaucoup mes pairs, que ça soit en stage Serge Lenormand, quand j'étais chez le docteur Bataille, la radio conventionnelle, on n'avait que ça. Ouais. Donc je me disais, les autres, ils ont fait comme ça, mais toi, tu vas faire comme ça. Et puis voilà. Puis un jour, tu auras peut-être une radio numérique. Et voilà. Quand je l'ai eu, par contre, c'était Noël. Là, c'était super. Tu m'étonnes. Je me dis en t'écoutant que les jeunes qui écoutent, alors on est encore jeunes, attention, mais les plus jeunes, on va dire, en écoutant ce qu'on raconte là, entre la difficulté à trouver du travail et les radios conventionnelles, ça doit être un autre monde. Ouais, c'est sûr, ça a énormément changé. Après, parfois, j'aimerais bien, juste pour mes jeunes vétos qui arrivent, leur redonner une radio conventionnelle pour qu'ils puissent se rendre compte du fait que on tire pas des radios comme ça en se disant peut-être qu'on a de la chance, on va arriver sur le bon cliché tout de suite. Disons que ça met un peu plus de stress. Si on se dit ça prend déjà 5 minutes à développer, donc voilà. Je trouve que ça peut être un bon exercice. Mais c'est sûr que ça a énormément changé. Et la profession, elle évolue beaucoup. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est par contre le côté où on passe un peu moins de temps à les observer. Voilà, tout ce qui est nouvelles technologies, les mesures, les appareils de mesure, ça me perturbe en fait tout ça, parce que dans ma pratique, j'ai vraiment besoin de contact avec le cheval, de le regarder beaucoup. Oui, moins observer le cheval, tu veux dire, quand tu dis moins observer? Tu vois, t'as plein de nouvelles technologies là qui existent, avec des capteurs, c'est un truc je suis assez hermétique à tout ça en fait, parce que j'ai déjà besoin de vraiment prendre le temps d'être avec et de les regarder. Et je trouve que maintenant, on est noyé dans la technologie un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors la suite, elle est faite de rencontres, j'ai l'impression. Tu envisages, tu envisages de t'associer, tu rencontres, Marie. Est-ce que raconte-nous un petit peu tout ça. Alors oui, du coup, donc en 2013, j'avais fait 5 ans de pratique mixte, mais je sentais que ça commençait à se développer. J'avais envie de développer une activité plus équine pure, et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte en avril 2013. Et du coup, au départ, pour limiter un peu les risques, j'ai pris un véhicule tout équipé, et je suis partie de tout le matériel était dans mon garage. Et voilà. Et du coup, je suis partie avec ma petite voiture sillonner l'Auvergne. Et comme justement, j'ai un peu du mal à lâcher le côté médecine, urgence, du coup, je faisais de tout, et pas que de la pathologie locomotrice, ce qui faisait que au bout de 8 mois, toute seule, c'était pas possible. J'étais trop fatiguée et je n'arrêtais jamais. Donc, j'ai proposé à Marie de me rejoindre. Et là, c'était déjà le grand bonheur, un week-end sur 2 de garde. Je me disais, là, c'est génial, je me repose enfin et tout. Et puis, en fait, Marie, ça s'est tout de suite bien passé. C'est quelqu'un on est hyper complémentaires d'un point de vue caractère.
Et puis en plus au niveau même de nos compétences, parce que elle a vraiment une grosse affinité pour la médecine interne. Et voilà, donc ça a tout de suite bien collé entre nous. Et au bout d'un an, on s'est associés. Et après, comme ça marchait quand même pas mal notre activité, on a voulu un peu poser nos valises. Et voilà, c'est tout ça, ça s'est fait vraiment naturellement. On a trouvé un terrain. Et j'ai dit, c'est là que ça va être. C'est presque le premier terrain que j'ai visité, c'était celui de la clinique. Et après, on a vu un architecte. Et là, on a commencé à réfléchir à notre clinique, qu'est-ce qu'on allait y mettre déjà, est-ce qu'on allait faire donc on s'est dit on va faire un peu de canine aussi, on va recruter des collègues canins, et puis on a décidé de faire un bloc opératoire aussi, parce qu'il se trouve qu'on a quand même beaucoup de chevaux, et de chevaux de compétition et de course et de sport en Auvergne, et qu'il fallait quand même pas mal référer des cas sur Paris ou Lyon. Et c'est vrai que parfois c'était un petit peu délicat, parce que les gens voulaient pas faire la route, et je me disais c'est trop bête, il faut vraiment faire quelque chose, il y a un service à apporter. Et donc voilà, on a décidé de faire ce bloc. Donc on a ouvert en 2018 la clinique. Voilà, toute la phase de travaux qui était super intéressante. En fait, moi j'ai adoré la construction de la clinique et découvrir un peu tous les corps de métier. Et après, on a l'équipe, on a ouvert, on devait être 5 ou 6. Et puis maintenant, au fur et à mesure, on a recruté donc notre premier chirurgien équin, qui est le docteur Pader, Karim Pader, qui nous a aidé énormément à développer le côté chirurgical, parce que c'est quelqu'un extrêmement compétent et aussi très exigeant. Donc, elle nous a dit, voilà, si on veut faire les choses bien, il faut avoir ça, ça, ça et ça. Donc, on a dit, OK, on a fait. Et puis, donc, ça nous a permis de recruter nos assistantes, nos ASV. Après, on a recruté une personne en médecine interne, donc c'est Léna de Vassège l'année dernière, qui a passé son board cette année, qui développe bien l'hôpital. Et puis voilà, c'est un régal tous les jours. Et une autre, donc Morgane Pouillet en chirurgie aussi, qui vient de Saint-Hyacinthe. Donc c'est tout ça, on a étoffé l'équipe au fur et à mesure. C'est pas toujours évident, parce que plus on est nombreux, plus c'est compliqué de gérer tout ce monde-là. Mais quand même, je trouve qu'on a une équipe qui a vraiment un bon esprit de service, beaucoup de communication entre nous, et au sein de l'équipe. Voilà, il y a plein de choses à améliorer tout le temps, ça c'est sûr, et il faut l'accepter. Mais en tout cas, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait jusque-là. Et voilà, maintenant il faut que les choses durent et aillent dans le bon sens. Mais ça roule pas mal. Alors là, du coup, j'ai tout un tas de questions qui me viennent. Déjà, je salue tout ce bon monde. Comment ça? J'ai pas cité tout le monde. Faut pas qu'elles se vexent, parce qu'après il et elle, parce qu'on n'a pas que des filles. Mais c'est vrai qu'on a une majorité de femmes dans l'équipe. Mais voilà, j'en profite vraiment tous les remercier, parce qu'à chaque niveau de la structure, c'est un bonheur toujours de travailler avec eux. Et merci pour ça. Ma première question, c'est qui me brûle un peu les lèvres. Alors, comment ça se passe de trouver l'associé parfait ou parfaite? Parce que je pense que tout le monde peut se poser un peu la question de ça. Toi, tu parles un peu de... c'était un peu logique, ça s'est fait tout seul. Tu la connaissais d'avant, Marie? Pas du tout. J'avais appelé Isabelle Desjardins, l'école de Lyon. J'en pouvais plus. J'étais j'étais tellement fatiguée le soir que parfois, je me souviens, j'avais tendance à perdre l'équilibre dans la paille si je marchais j'avais des urgences le soir, et j'avais des troubles de l'équilibre à cause de la fatigue. Et je disais aux gens, je suis désolée, j'ai pas bu, mais je suis fatiguée. Donc j'avais dit là, Hélène, il faut vraiment que tu prennes quelqu'un. Donc j'avais appelé Isabelle Desjardins, et qui m'a dit, moi j'ai ma résidente en médecine interne qui veut aller en pratique. Elle est super. Et donc j'avais appelé Marie, et voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la première fois qu'on s'est vu avec Marie, j'avais dit, écoute, viens, j'avais fait une petite vidéo de présentation de la structure, de notre activité itinérante. Et j'avais dit, Marie, tu viens et tu feras partie déjà, j'avais même pas signé le contrat. J'ai dit, tu seras sur la vidéo. Et voilà. Et donc voilà, on se connaissait pas.
le côté parfait, moi je trouve que ça c'est quand même beaucoup de pression de dire que il faut que les choses soient parfaites. Les choses elles sont jamais parfaites. Ça c'est quelque chose qu'il faut, enfin en tout cas que moi je finis par accepter. Dans mon travail, quand pour soigner un animal, je veux que ça soit nickel. Par contre ça, voilà. Mais dans la vie en général, au sein d'une équipe, les relations humaines, c'est jamais linéaire. Et puis la perfection, ça n'existe pas. C'est comme un couple ou comme des amis. Il y a des jours où voilà, on peut pas se lasser de l'autre, mais il y a des choses qui peuvent nous plaire, d'autres qui peuvent nous agacer. Mais je pense que ça, il faut l'accepter parce que sinon, on n'est jamais bien avec les autres. Et pour moi, l'association, c'est d'abord une complémentarité de caractère et puis une même vision. Déjà, la première chose, c'est la vision. Surtout nous, comme on est parti de rien, de notre véhicule à une clinique, bon, avec un beau plateau technique, il fallait que ça aille vite. Et pour aller vite, faut être dans avoir la même vision. Et ça, j'avoue que franchement avec Marie, ça a été, enfin en tout cas ça l'est toujours, mais c'est l'idéal parce que voilà, quand je disais quelque chose, elle me disait tout le temps oui. Quand elle me propose quelque chose, généralement je suis d'accord aussi. Donc ça roule bien. Et c'est aussi, je pense, la clé de notre progression, c'est qu'on n'était que 2 au départ. Et du coup, il n'y avait pas besoin de faire 6 fois le tour de la table pour prendre une décision. Maintenant qu'on est la structure qu'on est, je pense il va falloir faire entrer des gens dans l'association, dans nos collègues. Mais à l'époque, c'était pas possible parce que sinon, on n'aurait pas pu progresser aussi vite, je pense. Et j'imagine, vu ce que tu dis, bien sûr, il y a cette histoire d'équilibre et vraisemblablement la plupart du temps, voilà, vous êtes d'accord, vous avancez ensemble vite. J'imagine qu'il y a aussi des moments où aujourd'hui, surtout comme ça grandit, vous n'êtes pas en accord. Mais comment ça se passe concrètement? Comment vous faites pour bien communiquer et résoudre peut-être ces désaccords? On essaye d'argumenter, de beaucoup réfléchir. Parfois, on a des idées qui nous viennent tout de suite en tête, et puis après, l'autre, il y a des arguments. On dit ah oui tiens, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça. Mais t'as raison. Moi, je consulte aussi pas mal de confrères autour qui sont en situation de gestion aussi. Ça aide beaucoup. Je trouve que là-dessus, il y a un peu une liberté de parole. De gens avec qui j'ai des affinités ou des amitiés, mais on arrive toujours à trouver en tout cas un moyen d'entente. Il y a des concessions à faire, faut accepter que l'autre est différent, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on regarde dans la même direction, c'est beaucoup plus facile. On est quand même des personnes, je crois que ça c'est assez commun à toutes les deux, qui on essaye de prioriser notre développement. Je dis pas que c'est au détriment de notre vie personnelle et de notre confort, on va dire, de vie perso, mais en tout cas, on n'a pas des gros besoins personnels, et c'est vrai que du coup, ça nous permet de développer comme ça notre structure. En termes d'argent ou en termes de on voit déjà le développement de notre activité. Vous l'aviez verbalisé ça quand vous êtes rencontrés ou rapidement après, vous avez une idée de ce que vous avez créé aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque vous projetiez déjà? Pas du tout. Tout ça, c'est fait au fur et à mesure. En fait, on a constaté notre activité qui fonctionnait bien. Après, on s'est dit, on a quand même aussi recruté nos collègues vétérinaires. Parfois, c'était lié à nos grossesses. Il fallait qu'on ait des remplaçants. Et puis, c'est des gens après qu'on a gardés. Donc, tout ça s'est développé au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment au fil de l'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de plans sur la comète, en tout cas dès le départ. Ça s'est fait vraiment très très progressivement. T'avais toujours en tête de t'associer, parce que c'est vrai que parfois quand on est en internat résident, c'est pas quelque chose vers lequel on se projette forcément. Avoir ta propre structure? Non, pas du tout. C'était pas du tout un objectif.
Non, ça s'est fait parce que je dirais que ça c'est un petit peu commun dans mon parcours. J'ai jamais, on va dire, rêvé à quelque chose en particulier, si ce n'est que soigner les chevaux. Ça dès le départ, ça c'était c'était acté. Mais j'avais pas de plan à 5 ans, à 10 ans, je vais faire ça et tout. Le fait de me mettre à mon compte, si. Par contre, ça, à 35, enfin j'avais 35 ans. Et là, je m'étais dit, ça, Hélène, il faut le faire parce que j'avais peur de ronronner, encore une fois, de me remettre dans un espèce de rythme un petit peu trop cool et d'arriver à rien faire. Mais après, la façon dont ça s'est fait, dont ça s'est développé, non, c'était vraiment, le but, c'était de répondre aussi à notre activité, à l'attente de notre clientèle. Parce qu'encore une fois, on est quand même en Auvergne, c'est pas le territoire où a priori il y avait le plus de vétos. Puis il y avait pas du tout de clinique équine. Enfin, on va dire, il y a des cliniques équines, hein, bien sûr, il y avait d'autres confrères autour de moi, mais il y avait pour du référé, en tout cas, il fallait tout de suite aller assez loin. Et voilà, il y avait, moi je me souviens de poulains avec des ruptures de vessie qu'on euthanasiait. Bah maintenant, je dirais pas que c'est une paille, mais à faire à la clinique, c'est quand même pas hyper compliqué. Voilà, c'est les néonates, bon, c'est pas toujours simple, mais quand même c'est un plaisir et une fierté de se dire, bah tiens, ce poulain là, il y a 5 ans, c'est sûr, il aurait pas passé ces 3 premières semaines. Et ça c'est chouette. Mais voilà, on a répondu à un besoin. C'est en essayant d'avoir que ça aille le plus, entre guillemets, le plus rapidement possible. Et selon toi, c'est quoi les principales difficultés que tu as pu rencontrer pendant la création et construction de Vatipodome? Difficultés, je peux pas dire au niveau, à l'époque, on avait quand même une belle période au niveau financier, enfin des banques, parce qu'il faut dire qu'on est quand même arrivé, vulgairement parlant, une main devant, une main derrière avec mon associé. C'est une image un peu, voilà. Mais, donc on peut pas dire qu'on a eu des aides financières. La banque nous a soutenus. On a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des interlocuteurs qui étaient à l'écoute. Et puis bon, j'avoue que voilà, les réunions avec la banque, moi j'y allais, je disais je vais les persuader que ça va aller, hein. Je n'allais pas les lâcher. Donc voilà, quand ils me voyaient arriver en général, ils disaient oh là, ouais, elle va nous bassiner encore pendant 1 heure. Mais non, les difficultés, en tout cas si c'est pas des difficultés majeures, je peux pas. Ce qui est difficile, c'est le rythme. Voilà. C'est par contre, je me souviens, mon assureur m'avait dit, Hélène, c'est pas un sprint, c'est un marathon, la vie professionnelle. Mais il y avait des fois, j'ai l'impression que c'était un sprint et un marathon en même temps. Voilà, c'est plutôt le côté fatigue. Voilà. Mais après, si on s'en donne les moyens, il n'y a rien de compliqué à créer sa clinique. Vraiment, franchement, aller voir un comptable, faire un prévisionnel, voilà, c'est tout par étapes. Puis nous, en plus, on l'a fait au fur et à mesure. Au départ, moi, j'ai faisais ma propre déclaration de TVA toute seule. Après, donc ça, je sais comment ça se fait. Après, du coup, j'ai délégué, des filles déléguées de plus en plus. Non, ce qui est important, c'est le côté humain. Je pense que vraiment, s'il y a un truc enfin, je l'imaginais bien du départ, au sein même de l'équipe, c'est l'humain. C'est ça le plus important. C'est-à-dire faire en sorte d'être à l'écoute des gens. Et ça, c'est pas toujours facile quand on a la tête dans le guidon. Il faut quand même arriver à écouter les gens de façon convenable. Et voilà. Tout en essayant de garder une ligne directrice, parce qu'il faut pas que ça parte dans tous les sens. Mais ça, c'est pas facile. Vous faites aider là-dessus, sur le côté humain? C'est quelque chose que tu avais en toi? Comment ça se passe? Bon, on se fait pas particulièrement aider. Je pense que on essaye de s'adapter à la situation, toujours beaucoup d'écoute et d'essayer d'avoir le maximum d'échanges constructifs avec les gens, tout en se disant les choses. Parfois, faut accepter qu'il y ait des choses qu'on va entendre qui font pas forcément plaisir, mais c'est normal, c'est notre rôle quand on est en gérance, forcément, les gens nous font remonter des choses pour faire progresser aussi. Donc voilà, faut
Non, on n'a pas d'aide particulière. Par contre, après, moi, je serais pas fermée à avoir un petit peu des fois une vision extérieure, parce que je pense que parfois ça peut être mieux perçu certaines choses quand ça vient d'une personne extérieure qui est experte dans un domaine et qui vient analyser les choses et dire à moi ou à mes collaborateurs, ouais, tiens là, il faut faire évoluer dans ce sens-là, là ça c'est bien, voilà. Je pense que ça, par contre, ça, sur l'avenir, je pense que c'est quand même quelque chose que j'essaierai de mettre en place. Parce qu'on peut pas, quand c'est toujours la même personne qui va, puis on peut pas être expert dans tout, mais d'avoir, voilà, quelqu'un de l'extérieur qui va analyser les choses, ça, je pense que ça c'est bien. Et tu parlais au fur et à mesure, au fil de l'eau, beaucoup de choses que tu as fait par toi-même finalement avant de les déléguer à quelqu'un d'expert ou de plus formé comme la comptabilité ou ce genre de choses. Tu penses que c'est une étape importante ou même essentielle pour toi, ce type d'apprentissage? Alors moi, je pars du principe que quand il y a un problème dans un secteur, quand il y a par exemple on dit il n'y a pas assez d'ASV à tel endroit, machin et tout, et ben j'essaye de venir passer une journée. J'essaye, je vais pas dire que je le fais à chaque fois, mais de m'imprégner de la situation pour me rendre compte par moi-même. Et je pense que le fait d'expérimenter chaque étape de l'entreprise, que ça soit ce que va faire mon comptable, et ben ça c'est un plus, parce que on peut pas décider si on comprend pas. Et pour comprendre, faut expérimenter, faut y être. Donc ça c'est une force. Alors faut y être, faut dire que je suis beaucoup sur le terrain, donc ça c'est aussi quand même mon ADN de départ, c'est le côté vétérinaire à domicile. Et donc parfois je suis pas tout le temps à la clinique pour voir ce qui se passe, mais j'essaye quand même au maximum de quand j'y suis en tout cas, d'essayer de comprendre et d'expérimenter voilà les déficits de quand il y a un problème à un endroit, dire voilà tiens oui tiens il faut, des fois c'est juste du matériel, hein. La dernière fois, il y avait un problème de bureau, on a réagencé, ça roule. Mais je pense que c'est bien quand même d'expérimenter les choses et de se mettre dans la situation des collègues et se dire ouais, non, mais attends, c'est clair, hein, comment ils peuvent faire ça? Il y a besoin d'arranger, là, ça va pas, tac, tac. Et on corrige. Tu crois que ça fait partie de ton appréciation de la transmission aussi, ça? Parce que tu fais beaucoup de formations encore aujourd'hui, de transmission. C'est un peu inné chez toi? Non, c'est pas forcément inné chez moi en fait. C'est un peu je sais pas toujours comment l'aborder la transmission. Un petit souci avec ça, c'est-à-dire que en fait, mon parcours, il s'est fait de façon très progressive et dès le départ, j'ai commencé tout bébé veto à m'intéresser, à aller voir comment on faisait, notamment en boîterie, hein, parce que c'est quand même mon domaine. Et c'est un parcours qui a été long. Ça a été long parce que déjà, je pense pas être particulièrement douée au départ, mais du coup, je suis une besogneuse. Donc moi, j'ai besoin d'être vraiment toujours au contact du cheval pour progresser. D'ailleurs, quand je pars en vacances, 15 jours, les 2 jours où je reviens, généralement, je trouve que je suis pas bonne, je suis complètement, enfin avec le cheval en tout cas, le contact. J'ai besoin d'être avec toujours pour progresser. Et donc, pour transmettre, ma difficulté, c'est que c'est tellement long que je sais pas toujours par quel bout, par comment commencer. C'est pas mon métier la transmission. C'est pour moi, c'est vraiment c'est vraiment l'école qui doit le faire. Et après, bien sûr, nous, on va former des jeunes confrères à la pratique. Donc, on a des jeunes qui sont en clinique là, qui apprennent et qui progressent super vite. Ça, c'est un gros plaisir. Mais avec toute mon équipe, il n'y a pas que moi qui les forme. Mais parfois, ouais, en locomoteur, des fois, je trouve que c'est pas évident. Je trouve que c'est difficile par quel bout on commence. Et après, j'essaye de leur transmettre le maximum de choses, hein, c'est sûr. Mais je trouve que c'est plus facile de transmettre quand je vais aller faire à l'ICELP des TP déco à une 60aine de vétos sur un sujet très précis. C'est facile de leur montrer comment on fait une écho de Grasset, c'est hyper facile, que d'expliquer à un jeune comment regarder, c'est bête, mais des fois des trucs tout bêtes, la face postérieure de la foulée sur un 8 de chiffres. On leur dit, on dit oui, mais en fait il faut qu'ils en voient, qu'ils en revoient, il faut que aussi d'eux-mêmes
ils aient cette attirance et ce côté besogneux d'apprendre, parce qu'encore une fois c'est long et ça peut pas se faire comme ça. On fait un TP déco et ça y est, ça roule. Non, c'est derrière. Après, il faut pratiquer, en voir. Faut palper des chevaux. Donc j'essaye au maximum de transmettre, mais j'espère qu'en tout cas ils apprennent des choses, les vétos qui qui sont avec moi. J'espère. Et j'adore avoir des stagiaires d'ailleurs dans la voiture pour ça, parce que ça leur fait découvrir une autre facette que l'universitaire. Parce que moi je suis assez praticienne de terrain, sur le terrain. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça leur sert. J'ai beaucoup aimé ta façon de décrire l'apprentissage. Est-ce que tu penses que peut-être on met trop d'emphase aujourd'hui sur la formation en tant que telle et qu'on oublie presque que effectivement l'apprentissage du métier de vétérinaire c'est long et c'est besogneux comme tu l'as dit. Ah mais ça c'est certain. Et d'ailleurs ce que c'est pas un reproche, mais je constate qu'il y a trop d'impatience. Mais vraiment. Mais dans tout, hein. Parfois même les phases de repos des chevaux, quand on dit aux gens il a une tendinite, faut l'arrêter 6 mois, oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. Mais si, c'est la première chose qui a vraiment une vraie valeur dans la vie, c'est la patience. Ça, j'en suis sûre. Et dans un métier, l'expérience, ça s'acquiert au fil du temps, et au fil du temps de passer à travailler. Et ça, on peut pas le remplacer. C'est pas possible. On peut pas le remplacer par genre j'appelle un collègue, il me dit ah oui j'ai vu ça, oui ça doit être ça. Non c'est soi-même. On peut pas prendre l'expérience de quelqu'un d'autre et se l'attribuer. Il faut soi-même passer du temps. Moi je travaille beaucoup avec notamment des gens des courses et pour des gens du sport, mais dans les courses, les gens d'écurie, moi je suis assez bluffée. Ils m'ont appris énormément de choses depuis que j'ai cette expérience de terrain, parce qu'ils passent tous les jours à palper les tendons, tous les jours à regarder les chevaux, et ils ont une expérience clinique et un sens clinique qui est hyper développé, et un sens du toucher qui est extrêmement développé. Ça en véto, parfois je me dis on n'est pas assez on développe pas, enfin voilà, il faut passer du temps, et ça on peut pas le remplacer, ça, ce temps passé. Donc voilà, encore une fois, la patience, le fait que ça va prendre du temps, et c'est normal. Et voilà, c'est sûr qu'au départ c'est difficile, parce que quand surtout dans les chevaux, on peut être très souvent, c'est comme en rural, quand on commence à travailler et qu'on fait un diagnostic avec des pros, parfois ils ont vu 10 fois plus de chevaux que nous qui ont ce problème. Enfin voilà, ils ont 10 fois les professionnels ont 10 fois plus d'expérience du cheval que nous quand on est un bleu, qu'on démarre, c'est sûr. Mais ça, il faut l'accepter, puis il faut apprendre des gens. Il faut pas hésiter à poser des questions, et vous faites comment, et voilà. Et parfois ils vont un peu se moquer, ou voilà, c'est pas grave, faut pas le prendre mal, on apprend des autres tout le temps. Du cheval, des gens, des chevaux, tout le temps. Ouais, ça fait peur d'ailleurs, hein. Ça, je me rappelle bien aussi au début, hein, quand on va chez les pros, on a l'impression de rien savoir. Et, ouais, c'est sûr, ça peut être très déstabilisant. Mais bon, après, ça dépend à qui on a affaire, mais quand même, il y a autour de nous beaucoup de gens bienveillants. Si on est ouvert et qu'on arrive à discuter, ça roule, hein, et puis on apprend les uns des autres. Après, ça, c'est super. Quand on se dit tiens, moi lui, je lui ai appris ça, et moi j'ai appris ça de cette personne, et puis voilà, après ça roule, ça fait ça fait qu'on finit par se comprendre, alors que parfois les propriétaires, c'est pas des scientifiques, mais derrière ils nous apprennent d'autres choses, et nous on leur apporte le côté des fois diagnostic qu'eux ont pas, et voilà, ça fait un travail d'équipe autour du cheval qui est hyper enrichissant humainement. Tu pensais une vraie différence entre l'équine et la canine?
Bah, ouais, je dirais que oui, ça c'est sûr. Puis bon, puis l'autre différence, c'est le côté sport. Bon, même s'il y a des chevaux, des chiens de sport et d'utilité, où là, c'est encore un autre domaine que je connais pas bien. Mais le cheval, c'est sûr qu'on est parfois, on est dans des questions de performance, donc avec des gens qui sont très très renseignés d'un point de vue vétérinaire. Moi, j'ai certains de mes clients qui me parlent pas d'un produit avec le nom déposé, mais avec le nom de la molécule. On parle de choses très techniques. Et ça, c'est super, ça nous oblige à progresser. Ils vont lire des articles. Il y en a qui se disent, tiens, mais j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Voilà. Bon, pareil, quand je fais des échographies, parfois moi j'adore quand quelqu'un me dit, ah tiens, oh là là, là, oui, il a une belle lésion tendineuse, avant même que je l'ai dit. Ça, j'adore. Ils savent lire les échos, ils savent tenir parfaitement les cassettes radio. La contention, enfin, bon, c'est vrai que j'ai peut-être beaucoup de chance dans ma clientèle aussi, hein. Mais moi, j'ai des gens qui sont des pros et quand je suis sur le terrain, ça roule, ça va nickel. Alors qu'en canine, bon, c'est sûr qu'on est plutôt, parfois, avec des gens, qui sont plutôt c'est familial, l'animal de compagnie. C'est vraiment un membre de la famille. Et puis, parfois, les gens, connaissent pas vraiment tout ce qui va autour de la santé du chien. On leur apprend vraiment, voilà. Il y a peut-être moins d'échanges de ce côté-là, en canine. Ouais. Et après, bien sûr, quand on a un cheval qui est sur des grosses épreuves et qui performe et tout ça, alors là, c'est un bonheur. On partage des émotions énormes. Moi, c'est comme si c'était les miens, hein, parfois. C'est comme je suis dans les courses notamment, mais les résultats, comme si c'était mes chevaux. On se dit qu'on a peut-être une toute petite, on va dire, qu'on a une petite responsabilité toute petite dans la performance et en tout cas le bien-être du cheval. Alors un sujet qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, femme vétérinaire dans un milieu quand même à l'époque, de moins en moins aujourd'hui, mais profondément masculin. On l'a évoqué avec, je pense, le tout premier épisode de ce podcast avec Emmanuel Van Erck. Toi, tu l'as ressenti? Enfin, t'as ressenti des difficultés en étant femme? Alors, je peux pas dire que j'ai eu des grosses difficultés parce que voilà, je peut-être plus dans le monde vétérinaire pour le coup, parce que avait peut-être un manque de confiance en me disant elle va pas être capable ou des choses comme ça. Quand j'ai postulé sur dans certaines cliniques, voilà, où j'ai eu des réflexions clairement pas très pas très engageantes, quoi. Donc je suis contente de pas y être allée pour le coup. Parce que ça aurait peut-être entamé mon capital confiance de façon peut-être définitive. Donc ça c'était une autre époque, hein. Maintenant, je pense pas que ça existe. Par contre, d'un point de vue clientèle et relations propriétaires, tout ça, non. Alors là, pour le coup, je ne pense pas que ça a un impact. À partir du moment où on établit une relation de confiance, après, je trouve que c'est assez fort, justement, et que ça reste. Mais encore une fois, la relation de confiance, elle reste, mais parce que derrière, on essaye d'être toujours le plus performant, le plus disponible, de se former, de pas s'asseoir sur ses lauriers et de continuer à progresser parce que ça progresse tout le temps, surtout quand on est dans un milieu de compétition. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est compétent, il n'y a pas de différence du tout entre le fait d'être un homme et une femme. La différence majeure, par contre, c'est les parcours de vie et les parcours de la maternité. Parce que forcément, ça, c'est pas quelque chose que les hommes vont traverser directement. Et bon, faut quand même, c'est pas une maladie, bien sûr, mais enfin, quand même, faut faire attention à soi et à l'enfant qu'on va avoir. Et donc, ça nécessite des peut-être mises entre parenthèses, quelque part, entre guillemets, de son activité telle qu'on la vit tous les jours. On peut pas aller déjà faire des radiographies. Donc forcément, c'est des moments un peu délicats où on s'arrête à faire des radios. Les gens comprennent tout de suite ce qui se passe, hein. Voilà, et puis ça génère une certaine fatigue, on fait moins de voitures. Après, il y a l'arrêt lié à la naissance de notre enfant. Et après, il faut repartir. Et parfois, c'est pas évident. Il y a toute une phase un peu où ça peut un peu nous déstabiliser. Mais
Ouais, ça n'a pas été une partie de ma vie, on va dire, très simple parce que j'ai trouvé que c'était hyper fatigant. Mais par contre, de l'avoir fait maintenant, je me dis bon ben voilà, ça c'est fait. J'ai pas lâché le côté professionnel du tout, au contraire. Même je l'ai presque intensifié en ayant des enfants, mais c'était un peu volontaire pour pas justement me retomber dans une activité un peu plus où je vais ronronner. Et d'avoir des projets pendant la maternité, c'était hyper important pour moi, pour pas me mettre entre parenthèses professionnellement. Donc c'est pas facile. Il faut avoir de la ressource, on va dire, au niveau énergétique et enfin en tout cas au niveau, ouais, il faut avoir la pêche quoi. Et c'est pas toujours facile. Mais on y arrive. Et après, voilà, c'est la clientèle quand ça fonctionne bien. C'est vrai que moi, les clientes me demandaient souvent qui s'occupait de mes enfants quand je venais de les avoir le soir et tout ça. Bah, je disais leur papa. Et puis bon, ça se réglait direct comme ça. Mais voilà. J'ai de la chance quand même d'avoir un environnement qui fait que je peux me permettre de travailler comme ça. Ça c'est sûr, mais je pense que voilà, en tout cas ça aurait été très difficile pour moi de limiter mon activité professionnelle parce que j'ai des enfants. Alors ça peut être super égoïste si on l'entend, mais au final non, petite fille, je rêvais de travailler, de soigner, mais pas forcément d'avoir des enfants. Ça s'est venu avec le temps et le côté tu vois, parfois on entend et comment tu gères ta vie professionnelle, ta vie privée. Pour moi, c'est un tout. Je peux pas me diviser en deux. C'est comme si on m'arrachait un bras, de me dire tu vas avoir moins de chevaux, ou de m'arracher un bras si on me dit tu t'occupes moins de tes enfants. Enfin, c'est un tout. Il faut que ça aille comme ça. Bon, c'est pas toujours facile. Une question qu'on pose rarement aux hommes, malheureusement encore aujourd'hui. Comment tu fais pour gérer ta vie pro et ta vie perso? Et je dis ça sans stigmatisation aucune. C'est juste, ça interpelle encore aujourd'hui, je pense. Tu penses que ça s'est amélioré, ça? Il y a plus de ressources aujourd'hui pour tout ce que tu nous as évoqué? Ouais, je pense que c'est bon. Moi, j'ai une activité très soutenue, mais pour mes consoeurs qui ont des enfants, et voilà, on essaye de l'aménager au maximum. Donc voilà, et puis même les garçons d'ailleurs, n'ont pas forcément avoir envie d'avoir des temps pleins. Je pense que sur notre métier, quand on a une activité très intense, d'avoir des semaines qui sont pas des semaines complètes pour pouvoir souffler une journée dans la semaine, c'est pas mal. Voilà. Mais non, ça évolue beaucoup quand même. On est moins, il y a un peu plus de protection dans le travail. Ça évolue. Le truc, ce qu'il faut, c'est de se dire que voilà, si on veut progresser, il faut aussi quand même être au charbon, quoi, parce que sinon c'est plus long. Là, il faut une exposition clinique qui fait que on progresse. Mais bon, non, ça évolue, et je pense qu'effectivement il y a aucune différence pour moi. Il faut juste, il faut vraiment de la compétence, et puis effectivement le goût du travail, quoi. Ça c'est important, mais c'est commun à tout le monde, aux hommes et aux femmes, c'est pareil. Question d'équilibre aussi, encore une fois. Oui, il en faut aussi, même au sein des couples, parce que bon, c'est facile, mais parfois, bon, voilà, c'est pas toujours simple. Il y a des, comme je dis toujours, je n'ai pas le gène du ménage ou de la vaisselle. Non, mais voilà, c'est pas, il faut un équilibre, surtout sur des métiers comme ça. Voilà, après, dans la vie en général, mais on s'épanouit beaucoup dans notre métier, et pour le bien-être, je pense en général, il faut un équilibre. Et la vie professionnelle, ça vraiment fait partie je trouve, pour les femmes, c'est très important. Et on se réalise réellement aussi par nos enfants, bien sûr, mais notre vie professionnelle, c'est important. Alors ce côté multicasquette, t'es entrepreneuse, t'es chef d'entreprise, tu fais tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Ton activité préférée?
Mon activité préférée, c'est partir dans ma voiture dans un centre d'entraînement. C'est ça que je préfère. Dans un centre d'entraînement de chevaux d'obstacles, de courses d'obstacles. C'est vraiment les chevaux que je... Enfin, c'est horrible, je devrais pas dire ça parce que... Mais non, c'est vraiment la discipline que j'adore et le terrain. C'est voir des chevaux à l'entraînement, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Déjà parce que parfois à la clinique ils sont très très malades, alors c'est parfois pas toujours... c'est un peu pesant parfois. Bon, on en sauve beaucoup, donc voilà, mais ça peut être lourd pour l'équipe. Moi, j'ai de la chance, en pathologie locomotrice, on voit quand même des chevaux qui sont... On recherche la performance, on fait du diagnostic précoce. C'est pas du tout pareil. Mais ouais, moi, j'aime le contact Vraiment, c'est ce milieu de performance, de sport, et ces compétences qu'il y a dans ce domaine-là, de gens archi formés qui connaissent bien les chevaux, de chevaux qui sont au top de leur forme, et réfléchir sur tout ce qu'il y a autour du bien-être du cheval. C'est ça qui me plaît. Tu fais un peu de concours, toi? Ah non, pas du tout. Pas encore, mais bon, là, on essaye de me motiver pour me lancer dans les majors en CSO, mais bon, c'est pas encore gagné. Mais je monte à cheval, ouais. Depuis le Covid, j'ai eu ma petite crise, comme beaucoup de gens, et je me suis dit, allez, je remonte à cheval, c'est pas possible. Et du coup, ouais, j'adore. Ça, c'est mon truc tous les dimanches matins. Puis du coup, je le partage avec mes enfants, donc ça, c'est génial. Et on va monter tous les dimanches matins. Comme je suis pas grande, je monte des poneys ou des petits chevaux. Et voilà. Et j'adore me remettre à cheval, l'approche du cheval un peu différente. Ça me sert un petit peu dans mon métier. Je pense que c'est pas nul. Puis tant que je peux le faire, je le fais. Donc j'essaye de tester des disciplines un peu différentes. Voilà, j'ai monté en western, enfin j'essaye de cocher des cases, ça j'ai fait. Et puis, ouais, j'aime bien. C'est chouette. Polo, horseball, ces choses-là? Non, mais j'aimerais bien. J'adorerais. Je suis pas très bonne en jeu collectif en général. J'ai jamais été bonne à ça, mais ouais, j'aimerais bien essayer. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Et Fana de danse classique aussi. Du coup, comme ta sœur. Ouais, alors ça c'est un côté qu'on a gardé depuis qu'on est toute petite. On avait en plus, on avait une prof hyper académique qui avait fait l'Opéra de Paris, qui nous a à la fois peut-être traumatisés et puis donné le virus de la danse classique. Et puis on n'a jamais trop arrêté. Et ça, par contre, c'est une discipline en tout cas que j'essaye d'avoir à peu près une fois par semaine quand je peux, et puis de faire des stages. Parce que alors c'est rassurant parce que ça rappelle l'enfance, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on tient la barre, on fait les mêmes mouvements que quand on avait 5-6 ans. Donc ça c'est hyper équilibrant. Et puis ça fait du bien aussi parce que bon ben voilà, hein, comme je dis avant, j'étais en croissance, ça a pas duré longtemps, maintenant c'est plutôt la décroissance physique. Donc non mais je rigole, mais c'est vrai que c'est hyper important de s'entretenir parce que le métier il est physique. Et il faut un peu de tonicité, de souplesse. Et ça, pour moi, la danse classique, c'est très très complémentaire de mon métier. Et puis du coup, je suis avec des copines qui sont pas du tout dans les chevaux, donc on parle d'autre chose et c'est un petit moment privilégié, hyper sympa. Un petit moment d'évasion. Ouais. Ouais. C'est quoi la suite alors? J'imagine que vous avez pas mal de projets. Si tu peux les dévoiler, bien sûr. Oui, déjà consolider ce qu'on a en place, parce que ça, voilà, il faut que ça roule, de bien tout consolider. Et puis, alors on a parlé de la formation, mais moi quand même si c'est pas mon métier, mais je vois bien qu'il y a une demande de la part des jeunes consoeurs et confrères, c'est d'essayer peut-être de développer ça, de faire peut-être une plateforme sur notre site. Parce que voilà, on est quand même un peu pas isolé du reste de la France, mais on est au central et en même temps, voilà, tout autour, on a des confrères qui sont demandeurs. Donc, je pense que ça serait chouette d'utiliser cet espace pour faire un peu de formation. Et puis voilà, j'aimerais bien développer l'imagerie aussi maintenant à la clinique, peut-être en prenant un petit peu
voilà, je me dis, allez, dans 10 ans, peut-être que ça m'amusera peut-être moins de faire autant de voitures et de développer le côté plutôt imagerie, diagnostic et réhabilitation aussi dans le centre. Ça me plairait. Mais bon, voilà, on verra. De chouettes projets, ouais, voilà. Mais du coup, tu le projettes plus que ce que tu ne l'as fait au début voilà, ça se fait bon an à an, mais t'as quand même des idées qui foisonnent, quoi. Ouais. Bah oui, puis en plus, c'est vrai que ça a tellement changé notre métier, là, en 15 ans, que forcément, on voit ce qui se fait autour. Donc, ça stimule, et puis d'autres choses qui vont se construire. Donc, voilà, ça nous bouge aussi, hein. Et puis bon, autour de moi, j'ai une équipe hyper dynamique qui a envie de faire plein de choses. Donc, voilà, faut essayer qu'on aille un peu tous dans le même sens. Donc, oui. Mais déjà, de consolider ce qu'on a, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Tu donnerais quoi comme conseil à la jeune Vétote fraîchement sortie d'école en 1998? Tu veux dire moi quand je suis sortie? Ouais, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais retourner et lui parler? Ah bah déjà de plus bosser son anat en première année parce que j'étais quand même pas en première année d'école, j'ai un peu du mal à comprendre qu'il fallait travailler. De calmer un peu, on va dire, j'avais beaucoup de pêche et je devais être un peu pénible des fois, je me rends compte. J'ai un peu honte, mais bon voilà. Non, j'ai pas en tout cas, j'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les gens que j'ai rencontrés et c'est vrai que j'aimerais bien être à la hauteur de ces maîtres de stage que j'ai eus. Mais ça, c'est des générations qui se perdent. Peut-être ce que je regrette, et ça je conseille vivement les étudiants, c'est d'aller de pas hésiter à aller faire des stages et peut-être même aller des fois dans des écuries, travailler, faire des fois même palefrenier 15 jours ou un mois ou cavalier d'entraînement si on peut, ou pour avoir cette expérience-là et cette compréhension du terrain assez rapide, parce que tout cet apprentissage-là qui est pas que véto, mine de rien dans le monde du cheval on en a besoin. Parce que le cheval, c'est un monde, et il y a une culture. Et la culture, on l'apprend avec notre clientèle, en fonction des disciplines. Il y a un jargon par discipline à apprendre, on l'apprend pas à l'école. Et parfois, quand on sort, on a beau avoir tous les outils de diagnostic, on va pas forcément comprendre ce que un entraîneur va nous dire. Par exemple, un trotteur, il va nous dire il saute du cul. Qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas, des trucs. Donc, je pense qu'à l'école, c'est bien aussi de s'imprégner du milieu du sport si on peut. Je sais qu'il y a des possibilités. Je sais pas, à Toulouse, on pouvait mettre les chevaux dans les boîtes, ou on pouvait aller travailler à l'hippodrome. Moi, ça, je l'ai pas fait. Mais je regrette. Je me dis, j'aurais dû. J'ai fait de la prophylaxie. Bah oui, ça, je trouve ça hyper bien d'aller faire de la pique. Mais par contre, d'aller s'imprégner des différentes disciplines et de la culture du cheval assez vite. Moi, je suis restée trop dans le vétérinaire, je pense, au départ. Ils avaient quoi de particulier, ces maîtres de stage dont tu parles? Travailleurs, hyper bosseurs, brillants, réfléchis, vraiment des gens de chevaux et puis qui aiment les chevaux. Ça, c'est quand même quelque chose qui était quand même pour moi. Ça se voyait qu'il y a une réelle passion du cheval. Et puis bosseur, mais ça oui. Et la polyvalence. Moi, j'étais impressionnée. Je me souviens de Serge Lenormand qui opérait des coliques. À l'époque, c'était en 98, dans un bloc flambant neuf. Ce gars-là, il avait pas fait de résidence. Et il a appris et il a fait. Il sauvait des chevaux. Pareil en gynéco, il faisait des transferts d'embryons. Enfin, j'étais impressionnée par la quantité de choses qu'il faisait. Même encore, quand j'y repense, je me dis il y a quand même toute une génération d'anciens là qui part et je trouve que c'est toute une transmission qu'on est en train de louper quand même. Bon, lui, il a transmis à une équipe de jeunes, hein, mais d'autres même, des anciens qui étaient tout seuls et qui sont partis et qui faisaient des trucs incroyables, des castrations, des cryptorchidis sur le terrain, dans le champ, et je trouve que c'est dommage parfois qu'il n'y ait pas de passation entre ces anciens-là et la nouvelle génération. Parce que nous, on est entre deux. Je pense qu'on n'a pas autant de polyvalence que ces anciens-là.
Tu penses que c'est pas possible de transmettre de la même façon? Ouais, de transmettre de la même façon. Après aussi, ils étaient pas forcément toujours très à transmettre. C'était pas la culture. L'ancien veto, il disait souvent pas grand-chose dans la voiture. On était là, on attendait qu'il y ait un mot qui sorte et puis voilà. On n'osait pas parler, je me souviens. Et du coup, c'est vrai que c'était pas la culture de transmettre comme ça. C'est dommage parce que voilà, il y avait tout un savoir-faire qui part. Nous, on est beaucoup plus académique, beaucoup plus dans la formation de l'école, comme on l'a vu, et voilà, les anciens, et pareil, la transversalité qu'ils avaient, tout ce savoir-faire, ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Il va falloir que j'en chope un ou deux pour le podcast, je pense. Mais c'est obligé. Ouais. Là, je dirais que c'est même presque j'ai honte c'est pas de le faire parce que tu vois, bon, bah voilà, moi j'ai ma petite expérience, j'ai fait mon petit chemin, mais des gars comme ça, c'est des monuments de la médecine vétérinaire équine. Ok, ils ont pas de spécialisation, ils ont peut-être pas, parce que ça existait pas, mais c'était des pionniers, il fallait le faire quand même. Moi, ça m'impressionne réellement. Nous, on est quand même beaucoup plus encadrés. C'est pas la même époque. Mais ouais, bon courage en tout cas pour en trouver un. Je prends le challenge. Est-ce que on arrive à la fin de ce podcast? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais rajouter? Bon, non, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Voilà, non, vraiment. Surtout garder toujours pour les jeunes le côté positif. Je trouve qu'on en met trop d'emphase sur les difficultés. Bon, bien sûr, il y en a comme tout le monde dans la vie. Il y a des métiers 10 fois pires que le nôtre. Et le truc, c'est que moi, je me dis tous les jours où je me lève, où je vais voir un cheval, que je prends ma voiture, je suis toujours ravie de le faire. Il n'y a pas un jour où je me lève à contre-cœur, et même plus le temps passe et plus j'ai du plaisir, parce que c'est vrai qu'au départ c'est un peu ingrat et difficile parce qu'on démarre, on découvre, on fait son expérience, mais quand on arrive après à passer, on va dire les 35, on va parler 35 ans, on arrive quand même à un niveau de confort, et là on arrive à se faire plaisir. Mais il faut un peu de continuité et voilà, il faut de la continuité. Il faut pas trop arrêter et hacher ses carrières. Il faut accepter qu'il y a des fois c'est pas toujours facile, et hop, on continue, et après le ciel bleu, le ciel se dégage derrière. Et en plus, nous, on sort du brouillard, on a une meilleure vision, et alors après on se fait vraiment plaisir. Donc on a beaucoup de chance en tout cas dans notre métier, et voilà. Je pense qu'il y a toujours des situations bien pires que la nôtre, mais voilà, on a un métier qui est formidable. Donc voilà, faut y croire et pas se laisser aller pas au désespoir, mais parfois à des échanges des fois trop négatifs entre personnes. Faut garder le positif toujours. Une très belle façon de clôturer ce podcast, je pense. Hélène, merci beaucoup. Merci Sophie. Et on se dit à très bientôt. Merci aux auditeurs également, bien sûr. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.